nous, sur cette dernière table ronde, on va aborder les 3 derniers sujets, un petit 3 en 1. On va essayer de relier ces sujets un peu entre eux, même si ils ont chacun leur spécificité. Et on va attaquer tout de suite par le numérique, et sur le jumeau numérique plus précisément. Donc, pour rappel, un peu pour vulgariser, on va d'abord demander à Emmanuel de nous préciser qu'est-ce qu'un jumeau numérique pour nous remémorer un peu. Bonjour, bonjour à tous, désolée de ne pas pouvoir être avec vous, assise à ces tables. Pour remettre un petit peu le contexte sur le jumeau numérique, donc je vais utiliser la définition qui a été proposée au sein d'un groupe de travail jumeau numérique de l'AIF. Et donc, on se base sur 3 grands concepts. Enfin, il y a 3 grands concepts dans cette définition. Le premier, c'est que le jumeau numérique est un ensemble organisé de modèles qui représentent une entité du monde réel. Donc, on met l'accent sur le fait que pour qu'un jumeau numérique existe, il faut que le jumeau physique soit là aussi, et qui a un objectif précis qui répond à un usage particulier. Il y a ensuite toute la question de la mise à jour de ce jumeau numérique. Il se nourrit de données du réel qui va être mise à jour à une fréquence qui va dépendre du problème. On parle souvent de temps réel quand on parle de jumeau numérique, on pourra y revenir. Le temps réel n'est pas un point obligatoire du jumeau numérique. Et enfin, ce jumeau, il doit intégrer des outils d'exploitation avancés qui permettent soit faire de la prédiction, soit faire de l'optimisation, et qui à terme vont soit avoir une action sur le jumeau réel, soit faire de l'aide à la décision pour ensuite aller corriger le jumeau réel. Merci. Donc maintenant qu'on a une définition plus claire de ce jumeau numérique et complète, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quels vont être les bénéfices liés à l'utilisation des jumeaux numériques par rapport à une modélisation, une simulation plus classique? Oui, alors la grosse différence, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on peut faire sur des simulations classiques, ça va être le fait que ce jumeau se nourrisse des données réelles, alors que déjà il ait été dimensionné et identifié, que ces paramètres aient été identifiés sur l'entité réelle. Et puis ensuite, il y a cette notion de mise à jour et le fait que on vienne coller exactement à ce qui se passe dans le réel. Et donc, en fait, aujourd'hui, on utilise beaucoup, on en reparlera, hein, mais ces jumeaux numériques pour de la maintenance prédictive, par exemple, puisque dans ce cas-là, comme on vient créer un vrai avatar de la machine, on n'est pas au nominal, on va pouvoir avoir des prédictions qui sont plus fiables et plus précises. Et donc, on va pouvoir être mieux avertis et mieux informés sur ce que va nous donner le jumeau. Donc là, on a vraiment une des grosses caractéristiques du jumeau et qui le différencie d'une simulation qui peut être souvent nominale, même si on va faire de l'identification de paramètres, et où on ne colle pas, si je puis dire, à la réalité. D'accord. Donc on a bien compris, la data c'est primordial. Et je vais me tourner vers Guillaume pour nous parler un peu plus de la data. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi c'est primordial pour avoir un jumeau numérique qui colle à la réalité? La data, comme l'a dit Emmanuel, c'est quelque chose qui est important pour que le système soit, le jumeau numérique soit le plus représentatif du système réel. Donc, si on n'a pas de data à l'origine, soit de data en temps réel, soit d'historique primitif du système, on ne peut pas le représenter de façon fiable et fidèle, et du coup on perd l'intérêt du jumeau numérique. On n'a pas confiance en ce jumeau-là, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, et du coup on en perd totalement l'utilité. Et donc du coup la data elle est hyper importante, et elle peut provenir de différentes sources, il y a différents types de données. Donc j'ai parlé d'historique. Donc pour construire peut-être le jumeau numérique, moi je ne suis pas spécialiste, je suis plutôt spécialiste de l'IoT et des systèmes embarqués, mais pour construire le jumeau numérique, il y a besoin de données historiques pour entraîner le jumeau, etc., et qu'il puisse au mieux prédire ce qui va se passer par la suite, mais aussi il y a besoin de données temps réel pour qu'il puisse évoluer en temps réel, donc et pouvoir se remettre à niveau. Il y a besoin aussi peut-être d'indicateurs qui proviennent d'autres de données pré-mâchées, pré-calculées. Et ces données-là, donc elles sont plusieurs provenances du coup. Elles ont des provenances de bases de données, notamment pour les données historiques, mais de bases de données qui peuvent être internes, si on prend un contexte industriel, qui peuvent être internes à l'entreprise, mais aussi externes. Si on prend des données environnementales,
Si on se place dans un contexte extérieur, par exemple, on a besoin peut-être de données météorologiques, etc. Donc elles peuvent provenir de l'extérieur. Elles peuvent provenir aussi, ces données, de l'expertise humaine. Quelqu'un qui est expert du métier va amener des connaissances. Et du coup, on a besoin de ces données-là, de les collecter pour pouvoir faire vivre et améliorer le jumeau numérique. Et elles peuvent provenir, notamment pour des données temps réel, de capteurs interconnectés entre eux, qui permettent de fournir de la donnée sur l'environnement, mais aussi sur le système en lui-même en temps réel pour pouvoir le simuler et le faire évoluer le jumeau numérique. Et du coup, dans ce cas-là, on parle, c'est là qu'intervient mon domaine d'expertise, on parle plutôt d'IoT, quoi. Justement, la transition est toute faite, puisqu'on va transiter vers le sujet des IoT. Et pour redéfinir de la même manière que le jumeau numérique, qu'est-ce qu'un IoT ? On a bien travaillé. L'IoT, c'est l'Internet des objets. C'est un concept, c'est une définition, c'est un concept qui est né du fait qu'il y a eu un constat sur les années précédentes, sur les années antérieures. Vous avez tous eu des systèmes domotiques, je pense, pour piloter votre chauffage au sein de votre maison. Et après, vous rajoutiez par exemple quelque chose pour piloter un volet roulant. Il a fallu après créer une application, par exemple pour la piloter à distance via Internet. On s'est tous rendu compte que des fois, ces systèmes n'étaient pas forcément interopérables parce que vous avez des fournisseurs différents, que l'un se connectait à Internet et pas l'autre. Du coup, l'Internet des objets, pour moi, la définition que je donnerais, qui est aussi peut-être une définition que d'autres donneraient, c'est un moyen, ce sont l'ensemble des technologies qui permettent d'interconnecter un ensemble d'objets à l'Internet. Donc du coup, un protocole ou une technologie qui est commune. Et donc du coup, toutes les données échangées et collectées, elles vont vers cette technologie-là. Donc du coup, ça permet de garantir une espèce d'interopérabilité. Du coup, je suis perdu un petit peu dans ce que je voulais dire. Mais voilà, ces objets-là, ils sont de diverses... Il y a divers objets. Vous avez tous le smartphone, c'est un objet connecté finalement, et c'est un objet connecté à Internet. Les montres connectées qui se sont démocratisées de plus en plus, et votre ordinateur, etc. Ça, c'est des objets connectés via Internet. Donc là, c'est normal, la technologie qui est employée, c'est pour le téléphone, c'est le Wi-Fi ou la 3G, 4G, qui sont déjà des technologies qui sont liées à Internet. Donc après, il y a du réseau Ethernet, du réseau filaire, qui permettent de remonter de la donnée vers du cloud ou de communiquer sur du réseau assez similaire. Après, il y a toute la partie, dans un milieu industriel, toute la partie capteur, actionneur connecté. Au départ, en domotique, au départ, n'était pas connecté à Internet. Donc il a fallu inventer des protocoles, etc., pour pouvoir les interconnecter à un serveur. Par exemple, dans le cadre de l'industrie, on parle de MIS, Manufacturing Execution System, par exemple, donc pour agréger la donnée. Donc on a besoin de cette technologie-là, de l'IoT, pour aussi connecter les robots, les automates, etc., à ces systèmes qui permettent d'agréger la donnée, mais aussi de donner des indications aux opérateurs dans la salle de contrôle pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. D'accord, donc on a plus une vision globale. Maintenant, si on se tourne plus vers l'industrie et l'application professionnelle, donc grosse industrie, mais aussi TPE, PME, est-ce que vous avez des exemples concrets de projets sur lesquels vous avez travaillé et qui peuvent nous rapprocher d'une utilisation justement pour notre public? Oui, merci Simon. Alors pour remettre juste un petit peu de contexte, moi je travaille pour le CATI, qui est un centre technologique où on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, autour principalement de 3 pôles. Et donc effectivement, on a l'habitude d'accompagner les PME, grands groupes, enfin les entreprises de toute taille, notamment sur ces problématiques. Et puis comme on fait partie de Dynamique, donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience justement sur peut-être cette première partie Dynamique, puisqu'on est sur la partie plus technique de Dynamique, nous, le CATI. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir avec des enjeux, par exemple, de maintenance prédictive.
On a deux cas de figure. On a des entreprises qui viennent parce qu'elles ont énormément de données. Comme c'était le cas d'une entreprise qui témoignait, je crois, ce matin, qui disait qu'ils avaient cette habitude de tracer en fait toute la donnée. Donc c'est super. Les entreprises qui arrivent avec beaucoup de données, qui ne savent pas forcément quoi en faire. Alors ils en sont à différents stades, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui analysent déjà cette donnée, qui la visualisent, mais qui veulent aller peut-être un peu plus loin dans l'IA, ou des entreprises qui en sont vraiment sur un niveau de maturité plus bas et qui ont juste de la donnée, qui ne savent pas quoi en faire. Ça, c'est le premier cas de figure. Ensuite, on a un cas de figure des entreprises qui ne captent pas la donnée. Et là, ça rejoint un petit peu notre partie IoT, si je puis dire, où on va essayer d'accompagner l'entreprise à déterminer quel type de capteur, où est-ce qu'on capte. Et tu donnais tout à l'heure l'exemple donc on a de la donnée qu'on va venir capter directement dans l'usine de production, mais on a aussi de la donnée qu'on va aller capter à l'extérieur. On a des clients qui ont besoin de capter de la donnée vraiment météo, dans des champs, etc. Donc on a vraiment tout type de capteurs différents. Donc on va apporter ce conseil-là, ou alors directement capter de la donnée chez le client, puisqu'il y a parfois le produit est vendu et donc on a besoin de données temps réel pour anticiper cette maintenance directement chez le client. Donc on accompagne en fait à ces différents niveaux, comment on capte la donnée et qu'est-ce qu'on fait de la donnée. Et un point que moi je voulais remettre en avant, mais de par en fait notre travail au CATI, parce qu'on a toute une équipe qui travaille sur la partie facteur humain, c'est vraiment d'anticiper dès la conception et dès le moment où on va chercher à capter la donnée, de quelles données on a besoin, pourquoi on veut faire, alors excusez-moi je vais dire IA, mais je ne peux pas m'en empêcher, mais jumeaux numériques ou autres technologies avancées du numérique, on va dire ça comme ça, pourquoi on cherche à mettre en place ce système et à qui il va servir. Et en fait, quelle va être la donnée qui est importante à venir récolter et de quelle manière on va la traiter. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, fait partie de la conception dès le départ, au moment où on va choisir son capteur à positionner dans son champ pour aller capter la donnée, parce que cette conception, elle doit être centrée sur l'utilisateur, sinon on crée des systèmes qui ne sont pas adaptés en fait à leurs utilisateurs. J'ai peut-être dévié un petit peu de la question, mais je pensais que c'était important de le répéter. Je sais que ça a été déjà dit ce matin, on vous parle beaucoup de données, mais c'est le nerf de la guerre, que ce soit pour l'IA ou pour les jumeaux numériques. Donc je pense que c'est pas plus mal qu'on le répète plusieurs fois dans la journée. Pour donner un exemple, dans l'industrie, on va travailler sur des systèmes qui vont par exemple aller identifier du défaut sur des médicaments, où on a besoin d'avoir une grande efficacité, une grande précision. On n'a pas droit à l'erreur sur du médicament, ils ont des taux de précision qui sont extrêmement hauts. Et donc là, on s'interroge justement quelle est la donnée à capter, le cycle de la donnée, comment on le traite, etc. Et vient assez rapidement aussi dans la création de ces systèmes la question de l'acceptabilité de ce nouveau système dans l'organisation. Et c'est aussi un point sur lequel on travaille beaucoup, cette acceptabilité, pour l'analyser, l'évaluer et orienter en fait notre conception, parce que créer un système qui va ajouter de la performance et de la rapidité dans une organisation, c'est super, mais si ces utilisateurs finaux ne l'utilisent pas parce qu'il n'est pas acceptable, tout de suite ça perd son intérêt. Ça fait perdre du temps et de l'argent à l'entreprise et puis aux personnes qui aident à la conception. Voilà, j'ai peut-être un petit peu dévié de la question, mais... C'est très bien. Non, du coup, ça me permet de rebondir. En fait, ce que tu as dit, c'est par rapport au départ, au cahier des charges finalement, de choix des capteurs, etc., qui vont être implémentés pour pouvoir avoir un rôle particulier. À l'Estia, on travaille sur des projets, que ce soit de prestations avec les entreprises, mais aussi des projets de recherche et avec projets européens, projets nationaux. Là, j'ai un exemple de projet aujourd'hui dans l'industrie où on a un projet européen dans lequel on a traité avec un industriel où ils avaient installé un capteur plutôt innovant, etc. Et du coup, ils se sont rendus compte au fur et à mesure de l'utilisation que ça leur donnait pas la donnée n'était pas forcément facilement exploitable et qu'elle n'était pas assez temps réel, on va dire. Elle ne permettait pas d'avoir des données régulières sur leur process de production. Donc c'est un process de production qui est un peu particulier, qui est lié à l'industrie chimique. Et donc dans le cadre du projet européen, on a trouvé un point de travail avec eux pour essayer d'amener, de concevoir ou de prototyper un nouveau capteur permettant de faire de la prise d'image
et de déterminer à partir de ces images-là des indicateurs, donc de relever des indicateurs. Alors, sans IA, on ne l'a pas fait avec IA parce qu'on avait des contraintes, notamment dans un premier temps, de pouvoir transmettre de la donnée scalaire, on va dire, des données de très faible quantité, avec un système qui devait être sans fil, donc avec consommation d'énergie moindre. Et du coup, on a décidé de faire des algorithmes de traitement d'images assez simplifiés pour pouvoir essayer d'embarquer ces algos sur le capteur. Et aujourd'hui, on se rend compte avec ce projet-là, sur lequel on a travaillé beaucoup avec les acteurs et les opérateurs de l'entreprise, au fur et à mesure qu'on a défini avec eux les indicateurs, et du coup, on les a entraînés dans cette démarche de conception. Et aujourd'hui, ce projet en fait, européen est terminé, et ils ont continué avec nous sur une prestation pour pouvoir améliorer le capteur, les premiers protos, et pouvoir après les tester sur d'autres cas d'utilisation et sur d'autres bouts de process. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Alors, je voulais juste rebondir sur une chose que tu as dit, c'est qu'on n'a pas mis d'IA, et je sais que ça a été dit ce matin, mais je vais le répéter. C'est vrai que souvent, il n'y a pas besoin d'IA. Enfin, dans la majorité des cas où les entreprises viennent nous voir, il n'y a pas besoin d'IA, et il y a même des étapes intermédiaires en fait, à mettre en place avec des algorithmes qui vont être plus simples. Et des fois, il ne faut pas sortir l'usine à gaz sur certaines demandes, quoi, en fait, voilà. D'autant plus que là, l'IA, en fait, elle n'est pas cohérente. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'historique. On a très peu d'historique, donc pour entraîner des algos, si on n'a pas d'historique, c'est un peu compliqué. Et dernier point, on a parlé de maintenance prédictive. Alors, j'ai un exemple de projet qui n'a pas forcément à voir avec la maintenance prédictive industrielle, mais on a travaillé avec le CEREMA, donc un centre d'expertise sur les mobilités, qui est un centre national. Et on a travaillé sur l'exploitation de données collectées sur une section de chaussée de la 63, donc, sur laquelle certains sont venus. En fait, ils ont des capteurs embarqués dans la chaussée, donc avec des câbles, qui nécessitent des câbles, dans des coûts de travaux assez particuliers. Et on a essayé de voir, nous, dans le cadre de ce projet-là, si on pouvait embarquer des capteurs sans fil, donc avec la contrainte de communiquer à travers la chaussée et de pouvoir débarquer la donnée sur une centrale d'acquisition qui était sur le côté de l'autoroute. On a fait des tests, il semblerait que ça fonctionne. Donc là, il y a tout un tas de tests de communication, etc., qui sont à mener. Il semblerait que ça fonctionne. Et l'idée aujourd'hui de ces capteurs-là, de l'IoT aussi, c'est de pouvoir en fait placer des capteurs dans des endroits qui ne sont pas forcément prévus au départ. Et si je fais le parallèle avec une application très industrielle, il y a des capteurs qui peuvent être placés, des capteurs de vibration, etc., qui peuvent être brassés sur des machines pour faire de l'apprentissage notamment, et pour voir si il y a des vibrations un peu particulières, des moments, détecter des points importants ou des points particuliers qui peuvent permettre de prédire que la machine est en train de dysfonctionner ou non. Donc une dérive du process ou une dérive du fonctionnement de la machine. Et ça peut être, dans un cas de maintenance prédictive, quelque chose qui est assez... on peut faire un parallèle avec le projet qu'on a mené et ce type d'application. Merci. Donc moi, ce que je retiens sur l'IoT, c'est deux choses. Déjà, on va se retrouver souvent en amont de l'IA, puisque grâce à l'IoT, on va pouvoir créer toute la data nécessaire à faire de l'IA et entraîner des modèles ensuite. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est accessible à tout le monde, puisque vous aurez les capteurs sur étagère, mais on est tout à fait capable de créer des capteurs qui répondent à tous les besoins possibles. Donc l'IoT, c'est vraiment un domaine où tout le monde peut s'impliquer pour aller chercher de la performance. Et on va passer sur notre dernier sujet, la robotique. Et donc sur la robotique, on va tous avoir au moins un visuel d'une industrie où on va retrouver un bras robotisé qui va aller produire sur une ligne de construction de voitures. Mais la robotique, ce n'est pas que ça. Et pour parler un peu plus précisément de la robotique et notamment de la robotique collaborative, on va demander à Alice de nous en dire un peu plus sur les apports, sur la productivité notamment et sur la sécurité pour les travailleurs. Merci. Donc effectivement, dans les usines, on ne trouve pas que des bras robotisés, on a aussi de la robotique
la robotique mobile, etc. Alors j'ai bien aimé l'exemple qui a été donné Black Mirror, là, juste avant qu'on commence la table, sur le robot qui se déplace, c'est ça, pour aller tuer des gens. Ok. Donc, alors, on n'est pas à ce niveau-là, nous, clairement. Mais sur la robotique mobile, nous, on est venu travailler sur la théorie proxémique. Donc, la proxémie, c'est la relation qu'ont les individus avec la distance physique perçue et la représentation. Parce que tout simplement, dans une usine, si vous êtes en train de parler avec votre collaborateur et que si le robot vous passe entre vous, vous roule sur les pieds et traverse les gens et vous coupe dans votre discussion, il y a tout plein de comportements à adapter en fait au niveau du robot pour qu'il comprenne que vous êtes une personne et pas un objet. Et tout ça, c'est un domaine de recherche et d'études que nous on pousse parce qu'on ressent le besoin en fait dans l'industrie d'avoir cette robotique qui vient en collaboration avec l'humain tout simplement. Alors sur des tâches où en fait on va être humain-robot, d'autres tâches où ça va être robot-robot. Alors j'ai pas d'exemple en particulier pour illustrer mon propos là. Peut-être que vous en avez je me souviens plus sur la robotique collaborative. Non, pas spécialement. Je sais que nous, c'est quelque chose qu'on essaie de développer au niveau formation notamment, et d'associer un petit peu en fait toutes les technologies dont on a parlé précédemment. Donc on a un collègue là aujourd'hui à l'Estia qui a un module de formation dans lequel ils font collaborer un robot à bras robotisé avec du pick and place et qu'ils mettent l'objet sur un robot mobile pour après qu'il puisse se déplacer et transporter l'objet quelque part. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur ce cadre applicatif-là, ils font intervenir tout un tas de technologies dont on a parlé aujourd'hui. L'IoT, pour capter de la donnée, pour mieux percevoir l'environnement. Du jumeau numérique pour essayer de représenter un petit peu l'environnement en amont et le simuler pour pouvoir anticiper certains comportements des deux robots. Et on pourrait l'imaginer aussi introduire l'humain dedans pour voir si l'humain intervient sur certaines tâches, que le robot qu'on puisse anticiper certains comportements humains, certains comportements du robot pour amener un côté plus sécuritaire, un environnement plus sécurisé, pour pouvoir aussi mieux le concevoir ergonomiquement. On fait intervenir donc, du coup de l'IA. Donc, et dans le jumeau numérique, de toute façon, il y a potentiellement de l'IA pour pouvoir apprendre un petit peu et prédire ce qui va se passer dans la suite. Donc aujourd'hui, en fait, dans la robotique collaborative, l'intérêt de ces technologies, c'est de mieux percevoir l'environnement, de mieux l'optimiser, notamment avec le jumeau numérique aussi, on peut permettre d'anticiper certains problèmes et de mieux optimiser l'environnement de travail collaboratif entre robots et humains, robots mobiles ou robots industriels. D'autant plus que de plus en plus on parle d'environnement flexible de travail. Je sais qu'il y a des projets que nous on est en train de déposer sur ces aspects-là. Je regarde mes collègues qui étaient roboticiens là-haut, mais quand un fabricant de voitures français a besoin de produire une voiture A et puis après d'utiliser la même chaîne de production pour produire une voiture B, il faut que l'environnement de travail avec des robots industriels ou robots mobiles soit flexible. Et donc du coup, il faut utiliser cette technologie-là pour mieux anticiper le changement de configuration et en introduisant en plus l'humain. L'humain est très important là-dedans. On a un exemple aussi, alors, ce matin, Clément Doga, il nous parlait du CETIA, et je pense que c'est aussi, il nous parlait des différents types de chaussures, des différents démantèlements qu'ils ont à faire, etc. Si cet environnement n'est pas flexible, peut-être que du coup les appareils ont fait une chaîne de démantèlement qui sera pour une chaussure de marque A et qui ne sera pas adaptée à une chaussure de marque B ou d'un modèle B. Et ça, c'est très problématique et on doit anticiper tout cela et tous les éléments là, dont on a parlé aujourd'hui technologiques. Pour ces environnements-là, pour les développer, pour les mettre en place, on a besoin d'anticiper, donc du coup de simuler, de représenter un petit peu ce qui se passe, de retransformer, de prédire, etc., etc. Donc toutes les technologies qu'on a vues dans de l'IA, mais aussi qu'on a vues dans cette table ronde, sont utiles pour tout cela. Merci Guillaume. Emmanuel, oui, justement. Si je peux rebondir sur cette question-là et
Et enfin, je suis complètement d'accord avec ce qu'ont dit les collègues. Et je rebondis sur la question de l'humain, entre la robotique qu'on imagine avec ces grandes chaînes, avec des robots cartérisés où de toute façon on peut pas approcher, et justement l'agilité et les nouvelles lignes qui vont devoir être flexibles, etc. Et où on va se retrouver avec des robots sans carter, donc des cobots avec l'humain qui va être proche de ces robots-là. Il y a toute la question aussi de l'acceptation, on en a parlé tout à l'heure, l'acceptabilité de ces technologies, et en particulier des robots. Et on a des exemples d'entreprises qui vont jusqu'à, par exemple, commencer par mettre un robot dans leur self pour le midi, un robot qui ne sert juste qu'à donner un plateau, par exemple, à chacune des personnes qui passent à la cantine, pour commencer à les habituer. Mais voilà, ça peut faire sourire, mais on commence à les habituer à interagir avec un robot, se montrer qu'on peut être proche sans qu'il y ait de soucis, pour ensuite l'amener sur la chaîne de production dans l'usine, en lui disant, mais tu sais, c'est celui qui te donnait le plateau, donc n'aie pas peur, c'est le même. Donc il y a vraiment tout un travail, et là, voilà, le CATI dessus travaille beaucoup sur cette question de comment on amène ces technologies au milieu de l'homme, en particulier sur la robotisation qui avant était très caractérisée et qui aujourd'hui devient de plus en plus ouverte et proche de l'humain, quoi. Non, j'allais dire, c'est très exactement ça. C'est que si le robot vous confond avec une table et qu'il s'arrête à 3 cm de vous, bon, la table, elle n'a pas peur, mais vous, c'est un peu surprenant quand même. Ou si il arrive et qu'il s'adresse à vous et qu'en fait, il parle et qu'il est dans votre dos, je vous assure, c'est pas du tout rassurant d'avoir un robot derrière soi qui vous parle. On se dit, mais qui me parle? Et puis, il n'est pas à la même hauteur. Donc, en fait, c'est vraiment de comment on va réinsérer l'humain dans la conception depuis le début, comme je disais tout à l'heure, et faire en sorte que le robot soit accepté dans l'usine. Donc tout ça, c'est vraiment des études qui sont en cours et la conception qui doit démarrer dès le départ. Ça veut dire que effectivement tout ce qui est conception ou imagination préliminaire de comment le robot va collaborer avec l'humain ou comment ils vont collaborer ensemble sur certaines tâches doit être imaginé. Et ça nécessite aussi, par rapport à la mise en œuvre de cette technologie avec l'humain, de toutes ces technologies avec l'humain, ça nécessite aussi d'avoir une vision multidisciplinaire. Donc, moi, je suis électronicien, mais je collabore. On a eu des projets avec des éleveurs. Ça n'a rien à voir, mais des éleveurs en montagne où on a porté des colliers connectés sur des vaches ou des brebis. Et quand ça ne marche pas, il faut leur expliquer. Et du coup, si on ne maintient pas un petit peu le lien et qu'on ne leur explique pas comment marche la technologie, si on ne leur explique pas comment elle peut fonctionner et qu'eux, ils veulent qu'elle fonctionne comme ça, et qu'on dit non, ce n'est pas possible, il faut avoir ce dialogue-là, déjà. Et donc, il y a tout l'aspect, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout l'aspect besoin, tout l'aspect compréhension du besoin, tout l'aspect ergonomie aussi derrière. Donc là, il faut faire intervenir sur des chaînes, sur des moyens de production partagés entre 100 carters, etc. Il faut peut-être faire intervenir des ergonomes aussi pour essayer de collecter l'avis de l'utilisateur, de l'humain dans cet environnement-là, avec des données qui sont parfois subjectives. C'est-à-dire que l'humain, il va dire oui, ça se passe très bien, alors qu'au final, quand le robot s'approche, il a peut-être une sensation de peur et que du coup, ça se passe pas très bien. Et donc là, travailler avec des ergonomes aussi, on peut amener de l'objectivité à des données. Donc sur certains, interpréter les mots, interpréter aussi des données physiologiques pour amener de l'objectivité, par exemple. Et puis acculturation et accompagnement de l'entreprise. Justement, je vais rebondir là-dessus on a vu plusieurs domaines un peu variés. On va repartir sur un thème un peu plus global pour englober toutes ces technologies. Et je vais vous poser la question, quelles compétences et formations sont essentielles pour les professionnels qui veulent travailler dans ces domaines émergents? La question est super large. Donc effectivement, il y a énormément de circuits de formation qui sont différents et de compétences différentes, surtout en fonction des... Enfin, on a abordé pas mal de thématiques en fait qui sont variées. On a parlé du jumeau numérique, robotique. On n'a pas parlé IA parce qu'on ne devait pas parler IA sur cette table, mais donc ça demande quand même des compétences qui sont très variées. Et effectivement, en entreprise, nous les entreprises qui viennent nous voir, des fois ont des équipes en interne qui sont sur ces compétences techniques, parfois pas du tout, qui ont personne en interne en fait qui sont sur la partie technique.
Donc ça demande une adaptation en fait de l'entreprise, des choix aussi, c'est-à-dire est-ce que ils souhaitent n'avoir personne en interne de technique et donc tout faire à l'extérieur, ou est-ce qu'ils cherchent à embaucher, à faire monter en compétence des personnes qu'ils ont déjà. Et donc c'est des vraies questions et des vrais enjeux pour l'entreprise sur lesquels on essaie aussi de les accompagner. Alors au travers de dynamiques, je ne vais pas vous refaire le speech, vous l'avez déjà eu, mais en proposant formation, acculturation et conseils. Mais je pense que les CT aussi et tout un certain nombre d'organismes sur le territoire essaient d'accompagner les entreprises dans ces nouveaux usages et donc la formation de leurs équipes. Sur l'aspect formation, peut-être qu'Emmanuel va intervenir. Ouais, on a Emmanuel, vas-y. Pardon. Oui, sur cette question de compétences, c'est vrai que la question est difficile. Si je remets juste la brique jumeau numérique, il y a un rapport qui est sorti justement sur quelles sont les compétences qui vont devenir nécessaires pour appréhender cette technologie qui sont les jumeaux numériques. Et donc dedans, enfin, c'est assez complet, hein, ils sont allés assez loin sur cette démarche-là. Globalement, ce qui apparaît, c'est que de plus en plus, on va aller chercher des ingénieurs qui ont des visions systémiques et qui peuvent discuter avec plein de disciplines, hein, c'est ce qu'on disait juste avant. Et ben, il faut pouvoir discuter avec limite un data scientist, avec quelqu'un technicien, avec l'expert de la machine dont on fait le jumeau numérique, etc., etc. Donc il y a vraiment ce décloisonnement-là qu'il faut mettre en place. Souvent dans les entreprises, ça passe par une personne qu'on embauche et qui va être un peu un électron libre. Je parle plutôt pour des grandes boîtes, hein. Un électron libre qui va essayer de faire le lien entre tous ces services parce que souvent on se retrouve avec des choses qui sont assez silotées et quand on parle jumeau numérique, au contraire, il faut faire exploser un petit peu les frontières et venir relier un peu tout ça. Donc aujourd'hui, au-delà de formations très techniques telles que proposées dans Dynamique, il y a cette vision un peu haute qu'il faut aller chercher et cette multi-compétence qu'il faut pouvoir avoir sur site, quoi. Alors ça, je ne vais pas faire de la pub pour l'Estia, mais, mais presque. Bah, non, mais là, ouais, nous on voit, nos ingénieurs en fait ils sont généralistes et du coup on essaye de leur inculquer un petit peu cette vision multidisciplinaire et nous du coup on est obligé de se l'inculquer nous-mêmes au final. Et ça, c'est super intéressant d'apprendre de nos collègues en termes d'enseignants-chercheurs. On a des collègues qui travaillent sur les sciences humaines et sociales, et sur l'aide au changement notamment. Des collègues roboticiens, des collègues mécaniciens, etc. Donc du coup, en étant dans cet environnement-là, nous aussi on apprend. Et du coup, quand on parle aux entreprises, des fois c'est peut-être plus... je pense que ça rend plus simple aussi... le discours parce qu'on sait parler d'autres domaines, ce qui n'est peut-être un peu limité quand on ne travaille pas avec des projets multidisciplinaires. Et donc nous on essaie au niveau de l'Institut de monter des projets multidisciplinaires, d'inclure plusieurs compétences dans ces projets-là, et du coup ce qu'apprennent nos étudiants rayonne sur nous derrière. Et on pourrait profiter peut-être de ce rayonnement-là aussi pour avoir un panel développé, par exemple au sein de Dynamique, un panel de formation un peu transverse, etc., etc. Parce qu'après, ça dépend aussi, comme tu l'as dit Alice, ça dépend aussi de ce qu'attend l'entreprise finalement. Donc nous, on sait que des fois, il y avait des demandes et ils attendent ça. Et en fait, des fois, il faut leur apprendre déjà le début pour qu'ils se rendent compte que ça, c'est pas possible. Il faut qu'ils descendent d'un cran ou que c'est un long processus ou que c'est un très long processus alors que on croit que développer l'électronique avec un petit bout d'Arduino, etc., on le met puis ça marche de suite. Non, c'est pas comme ça. Et ça, c'est compliqué alors à faire entendre. Mais c'est pour ça qu'on est là pour accompagner et qu'on existe et qu'il faut commencer par l'étape acculturation IA, etc., acculturation IoT ou je ne sais quoi, pour aider les entreprises à faire cette montée en compétences, en fait, démarrer par un côté. Mais c'est pour ça qu'il y a autant d'initiatives régionales et nationales qui existent. Il y a très souvent quelque chose à faire. On va ouvrir le débat au public. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Vous êtes de moins en moins, donc il faut... faut s'impliquer. Non ? Pas de questions ? Alors soit on avait quelques questions de réserve ou on peut rendre la main.
Bon, mais il nous reste un peu de temps. On avait un sujet un peu qu'on n'avait pas abordé, on s'était dit au cas où. On avait le sujet de la réalité augmentée, réalité virtuelle à aborder, qui était aussi dans les thèmes. Pardon ? Qui est complémentaire à tout ce qu'on a présenté. Et on va essayer aussi de vous en parler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la réalité augmentée d'abord ? Ouais, bon, je suis pas spécialiste. Pour moi, on connaît tous les IHM classiques, du coup, et qui sont peut-être la fin de la chaîne entre IoT, jumeaux numériques, etc., pour pouvoir visualiser les données, pouvoir aider à la décision, pour pouvoir prendre les bonnes pour que l'opérateur sur une chaîne de production puisse prendre la bonne décision. Mais on a aussi des problématiques, notamment en termes de maintenance. Je prends dans le domaine aéronautique, quand on a un opérateur de maintenance qui est sur un site dédié et que la personne qui doit réparer le matériel est à, je sais pas, 100 ou 200, 300 km ou 3000, il faut, au lieu de peut-être de le déplacer, cet opérateur qui est spécialiste de la maintenance de l'appareil, on peut utiliser par exemple la réalité augmentée pour pouvoir, avec des lunettes de réalité augmentée, pour pouvoir guider celui qui fait la réparation à distance dans ses opérations, en affichant, en étant connecté à l'opérateur qui va le guider, mais en essayant d'afficher en fonction de ce qu'il voit les informations lui permettant d'identifier les pièces qu'il faut dévisser, qu'il faut remonter, qu'il faut changer, etc., etc. Donc ça peut être un exemple d'utilisation de la réalité augmentée. Et je sais pas, moi j'avais vu quelque chose aussi au niveau aéro chez Safran à Toulouse, où ils utilisaient la réalité augmentée pour pouvoir identifier à travers la carlingue, donc les deux coques de la carlingue de l'avion, où passaient les différents réseaux. Donc ils avaient et comme ça, s'ils avaient des éléments à réparer, etc., ils étaient sûrs que derrière, il n'y avait pas de réseau électrique qui passait, où ils pouvaient démonter la paroi où le réseau électrique à réparer était. Et donc le fait d'avoir cette vision en réalité augmentée avec une tablette, ils avaient une tablette et ils mettaient devant, en fonction de ce qu'ils voyaient, il y avait l'information du réseau électrique qui passait derrière. Ça, c'est des outils qui permettent donc d'améliorer les conditions de travail des opérateurs sans qu'ils fassent de bêtises finalement, ou sans qu'ils qu'ils percent un trou dans un mur. Ça peut arriver aussi sur des réparations dans des maisons ou dans des bâtiments industriels. Sur la réalité virtuelle, je suis plus sec, on va dire. Pour la réalité virtuelle au sein de l'Estia. Vas-y, Emmanuel, je t'en prie. Non, vas-y. Non, je disais, nous, sur les applications, on n'est pas grand spécialiste, mais sur les applications, en effet, l'aide à la maintenance, c'est quelque chose qui est assez répandu. Sur la partie réalité virtuelle, il y a pas mal d'applications aujourd'hui sur l'ergonomie des postes, l'ergonomie des chaînes d'assemblage, par exemple, si on veut faire des modifications ou si on veut implanter une nouvelle machine, où est-ce qu'on peut la mettre, comment on peut la mettre, comment l'opérateur sera mis en situation, etc. On parlait d'agilité tout à l'heure dans les chaînes d'assemblage. L'utilisation de la RV est un bon moyen de tester justement différentes configurations, voir quelles sont les plus faciles, on va dire, pour l'opérateur. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, réalité virtuelle, nous, c'est les grosses applications qu'on voit arriver. Ça et la formation en environnement sensible, où on ne peut pas aller forcément tester sur place, où c'est trop dangereux si un étudiant ou un apprenant rate et risque de faire exploser quelque chose. La réalité virtuelle peut être intéressante. On travaille aussi pas mal au CATI sur la partie formation en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Et effectivement, c'est une demande qu'on voit aussi arriver parfois dans les entreprises. C'est quelque chose de super intéressant, mais pas toujours adapté dans le cadre de la formation, notamment pour les publics les plus jeunes. On ne peut pas coller des lunettes virtuelles sur des écoliers, en tout cas pas dans toutes conditions, quoi. Donc c'est un domaine sur lequel nous aussi on fait pas mal de R&D et de projets, mais avec ce warning quand même on fait attention à l'effet waouh, quoi. Enfin, de manière générale, sur toute technologie, faire attention à l'effet waouh, mais il y a vraiment au niveau réalité virtuelle des applications qui sont pas ni nécessaires ni pertinentes pour tout public. Voilà.
il y a pas mal de projets. Aujourd'hui, on travaille dans un projet qui s'appelle Jenny, jumeaux d'enseignement numérique immersif et interactif. Et clairement, la question de quelle est l'utilité, à part l'effet waouh, qui des fois peut aider à remettre un petit peu l'apprenant, remettre de l'implication de l'apprenant, il y a pas mal de situations où on se rend compte que finalement, c'est pas si pertinent que ça. Je pense en particulier quand on va avoir des métiers, par exemple, hein, avec des gestes assez fins. La réalité virtuelle, aujourd'hui, n'est pas une bonne solution. Typiquement, hein, c'est un exemple très classique, mais voilà, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a cet effet waouh qui peut être utilisé dans certains cas pour amener les apprenants là où on veut. Mais voilà, il y a pas mal de recherches aujourd'hui en cognitique et en pédagogie sur l'intérêt de ces technos-là dans la formation. C'est tout à fait ça, et c'est là où vraiment l'accompagnement des experts et ce conseil est vraiment à valoriser pour savoir justement pourquoi on met en place ce système, à qui il va servir et comment il va être accepté. Je pense que ça... Oui, tout à fait. Voilà, merci à tous les trois pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci.